je remercie l'amiral Hausseur et la FMES de m'avoir invité. Effectivement, c'est un retour à ma vie toulonnaise d'il y a 15 ans, puisque quand j'étais préfet du Var, ce qui a été pour moi un grand honneur pour différentes raisons, j'ai été souvent invité ici, je suis venu très souvent et j'ai toujours été extrêmement intéressé par les différentes interventions que j'avais pu entendre. Donc merci beaucoup. Alors, c'est pour moi un exercice tout à fait nouveau, non pas de parler en public, mais de parler depuis que je suis retraité. Alors, vous comprenez que ça m'a conduit d'ailleurs à travailler. Pour ne pas vous dire trop de bêtises ce soir, de fouiller dans mes souvenirs, dans mon expérience, de vous faire part aussi de quelques écrits que j'avais pu lire dans la presse ou à travers certains livres. Dans la presse notamment parce que, ayant beaucoup plus de temps libre, un de mes fils a eu la bonne idée de m'abonner à une plateforme qui me permet de lire beaucoup de journaux de tous les pays, et notamment la presse américaine, qui est en ce moment extrêmement intéressante. Mais pas seulement la presse américaine, aussi la presse française. Donc ce soir, j'essaierai de vous parler de mes souvenirs personnels, des expériences que j'ai pu avoir, et aussi de ces enrichissements que j'ai pu avoir par la lecture de livres ou d'articles. Alors j'essaierai d'être le plus objectif possible, même si derrière toujours un discours transparaît un point de vue, qui n'est peut-être pas toujours partagé, donc j'essaierai d'être très objectif et aussi d'être concret. L'objectif est concret, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas parler la langue de bois ou le politiquement correct. Parce que il faut savoir dire les choses, même si c'est avec nuance, et même aussi si c'est le fruit d'une certaine réflexion, et que cette réflexion peut être discutée ou partagée avec vous. Le sujet de ce soir est assez vaste, alors je n'en ferai certainement pas le tour, mais je vais essayer sur certains sujets de vous faire partager les idées que j'ai pu acquérir, et puis éventuellement de répondre à vos questions. Donc le thème ce soir, c'est le monde sous tension. Non, pardon. C'est quelle action publique dans une société française en mutation et dans un monde qui lui-même est sous tension. Donc je commencerai par la fin de l'intitulé, c'est-à-dire les tensions qui peuvent exister aujourd'hui dans le monde. Ce que je vais vous dire, ce sont des choses que vous savez déjà, que vous connaissez, mais il faut en tirer chaque fois un certain nombre d'enseignements et en voir toutes les conséquences. Donc, monde sous tension, un monde connaissant des tensions, je vais vous donner 3 exemples qui me paraissent significatifs. Le premier, ce sont les déséquilibres démographiques. Le deuxième point, c'est la lutte contre le changement climatique et ses conséquences. Le troisième point, c'est l'impact de certains conflits, particulièrement 2 conflits, qui sont en dehors de nos frontières, mais qui ont des conséquences. Alors le premier point, le déséquilibre démographique, c'est quelque chose dont on parlait peu, et fort heureusement, assez récemment, fait du débat sur les retraites, on parle d'un sujet très important pour l'ensemble de l'Europe, et pas seulement pour la France. C'est que la démographie des pays occidentaux, d'Europe, parce que la chose est très différente aux États-Unis, mais la situation en Europe est à peu près comparable à celle du Japon et de la Corée du Sud, la démographie de ces pays est en crise. Elle est en crise, excusez-moi, vous donner quelques chiffres, j'espère pas trop être ennuyeux à ce sujet, mais enfin je crois que c'est important de parler de faits. Alors, aujourd'hui, la mesure de vitalité démographique demeure le taux de fécondité par femme. Le taux de fécondité par femme, sa moyenne dans l'Union européenne est de 1,53 enfants par femme. Ça veut dire que le renouvellement de la population n'est pas assuré. Alors certes, la France
a le taux le plus élevé au sein de l'Union européenne, et la France a un taux de 1,84. Mais ce taux est en nette diminution par rapport aux périodes précédentes où nous avions assuré un accroissement de la population. En revanche, ce taux est très bas, notamment dans les pays d'Europe du Sud ou d'Europe de l'Est. Il est très très bas. Je crois que c'est le taux les plus bas en Pologne, dans les pays baltes. Mais il est bas aussi chez deux de nos voisins, l'Italie et l'Espagne. Il est en Espagne actuellement à 1,2. L'Allemagne elle-même est à 1,6, c'est-à-dire qu'elle est juste au-dessus de la moyenne européenne. Et donc ça a des conséquences. C'est que, je remets mes lunettes, ça veut dire que les projections démographiques, toujours, heureusement, des critiques, parce qu'elles n'ont rien de sûr. Je me suis rapproché des chiffres de l'INED, et on voit pour chaque grand pays d'Europe, ou une stagnation de la population en 2050 et en 2100, ou une baisse. Par exemple, les projections donnent l'Italie, qui est actuellement à 59 millions d'habitants, à 35 millions d'habitants. L'Allemagne, qui est à 84 millions, à 71 millions. Le Royaume-Uni et la France, donc, font un peu moins mal, certainement du fait des mouvements migratoires. Pour la France, ce serait un passage de 67 à 70 millions, ce qui est donc bien moins que les accroissements que nous avons eus dans les années précédentes, et pour le Royaume-Uni, de 70 à 74. Alors, ce qui est important à noter, c'est que cette situation, elle est totalement inverse en Afrique, et notamment, plus spécialement en Afrique subsaharienne. Je ne parle pas de l'Afrique du Nord, des pays du Maghreb qui sont dans une situation démographique, disons, transitoire. Même plus que cela en ce qui concerne la Tunisie, qui a connu une situation de révolution démographique. Mais les pays du Sahel, par exemple, sont ceux qui, en Afrique, ont le taux de fécondité les plus élevés, puisque c'est 6,67 enfants par femme au Niger, 6,12 au Tchad et 5,06 au Nigeria. Alors le Nigeria, je souhaite m'y attarder un tout petit peu, d'abord parce que c'est le premier pays d'Afrique par sa population. Aujourd'hui, le Nigeria, c'est 240 millions d'habitants, sans doute en 2050, 360 millions, et en 2100, là les chiffres sont plus hasardeux. Certains parlent de 500 millions, d'autres de beaucoup plus. Et il est très vraisemblable que le Nigeria sera le troisième pays au monde par la population, après l'Inde et la Chine. Alors, si on ajoute à cette situation démographique proche du surpeuplement, puisque le Nigeria, de mémoire, c'est 2 fois la superficie de la France. Si on y ajoute au nord du Nigeria la sahélisation, l'avancée du Sahel et du désert, et dans le sud, l'érosion du trait de côte du fait du changement climatique, on s'aperçoit que ces pays, notamment le Nigeria, va connaître une situation de plus en plus critique. Et tout cela peut conduire à une accentuation des phénomènes migratoires. D'ores et déjà aujourd'hui, ce que je vais vous dire date de 2019, j'avais remarqué à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, un accroissement ces dernières années assez significatif de l'émigration venant du Nigeria. Et donc ça c'est quelque chose aussi que l'on rencontre dans d'autres pays européens, notamment au Royaume-Uni. Et donc il faut bien être conscient de cela. Donc des risques migratoires de l'Afrique vers l'Europe qui sont susceptibles de s'accentuer au cours des prochaines années de ce siècle. Deuxième facteur de tension, c'est le changement climatique. Alors ma mémoire de préfet, notamment à fin des années 90 et début des années 2000, quand on allait dans les communes prêcher pour ce qu'on appelle les PPRI, plans de prévention du risque inondation, ou ici même, plan de prévention du risque incendie de forêt, quand on parlait du changement climatique,
c'était assimilé comme une discussion du café du commerce. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde a conscience de la réalité, de l'effectivité du changement climatique. Il n'y a qu'à voir le cyclone qui a ravagé Mayotte. C'est un cyclone, personnellement j'ai servi dans l'océan Indien, et c'est un cyclone qui, par sa puissance, est tout à fait inédit. Et donc ça vient du réchauffement des eaux dans cette partie du monde, réchauffement des eaux dû au changement climatique, et qui fait qu'il y a une masse d'eau qui s'évapore et qui conduit à la constitution de ces cyclones. Mais on a aussi, dans l'actualité récente, ces feux d'une importance jamais vue en Californie, à Los Angeles, même si c'est une région sèche, traditionnellement, qui connaît des incendies, le niveau, l'importance et la gravité des incendies, là aussi, tout cela constitue des phénomènes inédits. Et puis, les feux ne concernent pas la Méditerranée, j'y reviendrai de façon peut-être plus précise. Il y a des choses tout à fait inédites que l'on voit. Il y a des feux de forêt en Suède. Et la France, il y a 2 ou 3 ans, a dû intervenir pour aider les Suédois, qui bien sûr n'ont pas la culture du feu de forêt, ce qui peut se comprendre. Et donc, des Canadaires sont partis avec des éléments. Alors en France aussi, nous avons payé, si j'ose dire, pour bien connaître ce que sont les effets du changement climatique. D'abord parce que ces pluies torrentielles, caractéristiques des littoraux méditerranéens, on en a vécu ici toujours. Ça a toujours existé, ce qu'on appelle les pluies cévenoles, c'est-à-dire la forte pluie qui tombe sur un versant de montagne et qui s'écoule ensuite vers la mer. Ça a toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus puissant et plus fréquent. Et donc, c'est très régulièrement qu'on a un des départements, depuis les Pyrénées-Orientales jusqu'aux Alpes-Maritimes, qui chaque année, voire 2 départements, qui sont touchés par un fléau de cette nature, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. L'exemple existe dans ce département, d'ailleurs en 2008 ou 2009 à Draguignan, avec des conséquences très graves. La Méditerranée, de façon générale, est un des territoires qui est les plus vulnérables avec l'Antarctique, parce que c'est ici où, semble-t-il, on observe les hausses de température parmi les plus élevées. Autre conséquence, bien sûr, de cette situation, c'est la sécheresse qui existe sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, qui existait déjà, bien sûr, en Afrique du Nord, qui existe aujourd'hui sur la rive nord, et on a vu notamment en Catalogne, y compris dans le département français des Pyrénées-Orientales, une grave sécheresse en 2024. Et les pluies torrentielles qui viennent, par exemple celle de Valence récemment, ou celles que l'on a connues en France, ne règlent pas le problème de la sécheresse. Parce que, d'abord, ce sont des pluies qui interviennent au printemps, à un moment où l'évaporation se fait moins facilement qu'en hiver, et aussi parce que la précipitation est forte, rapide et brutale, qu'elle n'a pas le temps de pénétrer dans les sols. Donc on cumule à la fois les 2 situations qui sont graves et contradictoires, apparemment, la sécheresse et quelques pluies torrentielles. En plus, je considère qu'il y a d'autres pays dans le monde qui bien sûr, souffrent de ce même sujet, et j'en reviens au Nigeria, ça aussi, ça peut être un facteur de déstabilisation de certains pays. Je termine là-dessus, sur le changement climatique, en disant qu'on a des conséquences graves aussi sur l'écosystème marin. Pas d'ailleurs très prochainement, mais ici, vous êtes très au courant que le rapport du Plan Bleu va sortir très prochainement, ou est déjà sorti, et donne des éléments qui sont, paraît-il, préoccupants. Troisième source de tension que je voulais rappeler, sujet que vous devez bien connaître parce que je suppose que plusieurs d'entre vous regardent les chaînes de télévision d'information, c'est la situation d'Ukraine et la situation au Proche et au Moyen-Orient. Alors, ce sont 2 conflits, il y en a beaucoup dans le monde aujourd'hui, en Éthiopie, au Congo, en Birmanie,
il y a beaucoup de situations conflictuelles, sans parler de l'Afghanistan et du Yémen. Mais les deux conflits qui ont, pour nous, l'impact le plus important, c'est l'Ukraine et le Proche et Moyen-Orient. Alors, en Ukraine, le contexte actuel doit conduire la France et les autres pays d'Europe à s'interroger sur un certain nombre de choses. Le contexte, c'est que le nouveau président des États-Unis, qui a sur les sujets de défense les positions que vous savez, et dont je vous donnerai un exemple tout à l'heure, certains des soutiens regardent l'Europe avec une certaine condescendance, pour ne pas dire plus. Globalement, on a une Europe qui n'est pas assez forte actuellement pour assumer sa propre défense. Et même si, grâce au général de Gaulle, la France a une défense nucléaire, même différente de celle du Royaume-Uni, puisque la défense nucléaire du Royaume-Uni est, entre guillemets, en étroite coopération, si j'ose dire, avec les États-Unis, celle de la France est parfaitement autonome. Mais, pour autant, on voit que les moyens conventionnels ne sont pas là et qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas l'aide américaine, comme vous le savez, l'Ukraine ne pourrait pas être suffisamment soutenue. Et s'il devait y avoir aujourd'hui, même si c'est une hypothèse qui n'est pas très probable, une invasion russe dans les pays baltes ou ailleurs, l'Europe aurait du mal, avec ses seuls moyens conventionnels, à y faire face. Donc il y a ce sujet, ce défi politique, militaire, et qui s'impose à tous les pays d'Europe, plus spécialement bien sûr aux pays de l'Est, d'Europe de l'Est, les Polonais et les Baltes, sans doute inspirés par leur histoire, sont très sensibles à ces sujets. Il y a nécessité, alors M. Trump a dit, je crois, 5% du PIB en dépenses de défense. Je ne sais pas si c'est le chiffre qu'il faut atteindre. Ce qui est sûr, c'est que la moyenne à peu près est à 2,1%. La France est à ce niveau-là, l'Allemagne est un peu moins. Et les pays qui sont au-dessus, c'est la Grèce, il y a un voisin turc en face d'elle, et c'est justement les pays de la Pologne et les pays baltes. Beaucoup de pays, notamment l'Espagne, consacrent à sa défense un effort financier, une part dans son PIB qui est très limitée. Donc là, il y a un enjeu considérable pour les pays européens dans les années qui viennent. Pour ce qui concerne le Proche et le Moyen-Orient, là aussi, c'est un conflit qui a un très fort impact en France, plus particulièrement. Il en a un aussi au Royaume-Uni, dans des conditions d'ailleurs différentes de la France, puisque les manifestations, notamment contre l'État d'Israël, ont été plus fortes, plus dures au Royaume-Uni qu'en France. Mais en France, bien évidemment, tout conflit entre Israël et ses voisins peut avoir un impact, ne serait-ce parce que c'est en France où il y a la première communauté juive d'Europe, la deuxième du monde en dehors d'Israël après les États-Unis, et qu'il y a aussi la première communauté de confession musulmane. Donc, il y a toujours la nécessité, quand un gouvernement en France prend une décision concernant le Proche et le Moyen-Orient, ou développe un argumentaire, une attitude, de se rappeler ce contexte, les conséquences que cela peut avoir en France. Fort heureusement, pour l'instant, il n'y a pas eu de conséquences graves, mais il faut être très vigilant. Et puis pour le Proche et le Moyen-Orient, je le rappelle parce que c'est important, il y a un pays pour lequel la France a une attention toute particulière, parce que c'est des engagements très anciens qui remontent à Saint-Louis. Saint-Louis, et là je parle du Liban, Saint-Louis s'était proclamé à la 7e croisade le protecteur des chrétiens maronites. Et au-delà même des maronites, concernant l'ensemble des confessions et communautés qui existent au Liban, puisque le Liban est le fruit du mandat français dans les années 20. Le Liban existe en partie par volonté française. Donc c'est un pays qui mérite toute notre attention. Et forcément, ça a des conséquences aussi chez nous. Et bien sûr, le conflit au
Moyen-Orient nous rappelle toujours les conséquences que peuvent avoir dans les pays européens l'affirmation d'un islam radicalisé, et certes qui n'est pas partagé, fort heureusement, par l'ensemble des musulmans, au contraire, mais qui se développe aujourd'hui dans nos pays européens et dont on a vu les exemples meurtriers à plusieurs reprises dans nos pays, notamment en France ou en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Alors, ce contexte-là est un contexte particulier, mais je voulais vous dire que, et ça c'est la lecture du Wall Street Journal, que j'ai pris conscience aussi de la place que les Américains, ou certains Américains, peut-être proches du nouveau président, que la place qu'ils voient pour l'Europe dans le monde. Alors, j'ai un article que j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt, je l'ai noté ici d'ailleurs. C'est une preuve de plus qu'on travaille pendant la retraite. Alors, c'est un article d'un certain Walter Russell Mead dans le Wall Street Journal d'il y a quelques semaines, qui parle des États-Unis vis-à-vis de l'Europe, et pour dire que inévitablement l'Europe va compter moins pour les Américains, ils compteront moins sur elle aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent qu'il y a 3 décennies de déclin et d'échec, tant sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan stratégique. En parlant de la baisse de compétitivité des économies européennes, je cite parce que ce n'est pas une interprétation que je valide, si j'ose dire, du fait de ruineuses politiques de lutte contre le changement climatique, textuellement. Considérant que ces États sont dans une phase d'insoutenabilité, alors ça s'adapte à la France, bien sûr, ça s'applique à la France, d'insoutenabilité sur le plan budgétaire, du fait notamment de l'importance de l'État-providence dans nos pays et surtout en France, même si la France n'est pas citée. De façon très sympathique aussi, il continue en disant que de toute façon, ces États sont trop petits individuellement et qui ne veulent pas trop s'unir. On parle de la bureaucratie qui existe dans la Commission européenne, de la radicalisation, de la vulnérabilité de l'Europe vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis du Moyen-Orient, vis-à-vis d'une Chine prédatrice. Donc, un exemple qui concerne la France, celle-ci a été, c'est le terme en anglais que j'ai traduit, virée d'Afrique, et les États-Unis l'Europe influencera de moins en moins les États-Unis, et les États-Unis devront regarder vers d'autres cieux pour avoir des actions de coopération efficaces, et il cite, entre autres, Israël, l'Inde, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, etc. Donc, il faut prendre cet article comme ce qu'il est, c'est-à-dire un article d'un journaliste sans doute favorable au nouveau président, qui regarde l'Europe avec mépris, qui ne s'embarrasse pas de nuances pour critiquer la situation en Europe. Mais face à cette situation, il faut que nous soyons lucides et il faut bien que nous comprenions pas seulement la France, mais l'ensemble de l'Europe est dans une situation aujourd'hui de déclin relatif par rapport à d'autres pays dans le monde. S'ajoute à cela un débat que l'on a connu et que l'on connaît encore, qui est celui de l'opposition qu'il y a entre les démocraties et des régimes impériaux dictatoriaux qui sont réputés plus efficaces. Ce n'est pas moi qui le dis, bien évidemment. Ce qui doit nous inciter très fortement à faire en sorte que justement nous puissions être plus efficaces tout en restant des démocraties. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point. Alors, les évolutions en France, et aussi donc en Europe, mais notamment en France, c'est ce qui nous concerne le plus, les évolutions en France, elles sont très importantes.
Je suis rentré dans l'administration préfectorale en juillet 1980. Et je l'ai quitté donc en août 2020. 40 ans, avec entre parenthèses des fonctions à Paris, dans le cabinet ministériel ou à la Datar, mais pour l'essentiel, ma carrière, je l'ai faite sur le terrain. Donc, il y a des choses que je perçois dans mes évolutions, et puis d'autres choses dont je sais qu'elles ont fait l'objet d'études assez précises de la part de tel ou tel démographe, sociologue, politologue, et qui montrent que c'est certaines évolutions que j'avais pu constater visuellement, si j'ose dire. Par exemple, chacun a en tête les livres de Jérôme Fourquet sur la France qui change. Et c'est vrai, il y a d'autres livres. On parlait tout à l'heure avec l'amiral Hausseur de M. Juilly, avec la France périphérique, la France d'en bas. Tout cela montre qu'il y a eu des évolutions très importantes. Alors, sur les évolutions de la France, je connais la France, je vais essayer d'en distinguer un certain nombre, et toujours là en m'efforçant d'être objectif et factuel. Alors, les sources de tensions internationales qu'on a identifiées, changement climatique, démographie, situation conflictuelle dans beaucoup d'États, montrent que les flux migratoires risquent de s'accentuer. Alors, ce qui change en France, et pour moi, dans mon métier de préfet, ça a quelque chose qui a changé beaucoup, c'est cette accentuation des flux migratoires depuis une quarantaine d'années. Au départ, dans les préfectures, à part peut-être quelques rares préfectures en Île-de-France ou à Marseille, ces sujets n'étaient pas des sujets prioritaires, parce que le problème se posait à peine. J'ai commencé comme directeur de cabinet du préfet de la Vendée, et c'était vraiment pas le sujet, ni ensuite dans l'Indre où j'étais après. Et aujourd'hui, c'est une des missions principales d'un préfet que de veiller avec difficulté, parce que c'est pas simple, à l'exécution de nos lois et règlements concernant la lutte contre l'immigration irrégulière ou immigration clandestine. Alors, je vais vous donner là aussi un chiffre. Alors, sur une période qui est plus récente, entre 2008 et 2023, le nombre de demandeurs d'asile venant en France, une source gouvernementale, tout à fait officielle, ce n'est pas des complotistes d'Internet qui le disent. Ce nombre a été multiplié par 3. C'est-à-dire qu'on est passé d'un peu plus de 42 000 demandeurs d'asile en 2008 à 142 000 en 2023. Donc c'est un travail qui est très important, mais je voudrais apporter 2 précisions. La première, c'est que certes, ces personnes qui demandent l'asile le font parce qu'ils ont des motifs pour le faire. Mais la demande d'asile telle qu'elle est régie notamment par des conventions de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe, sont nées à une période où la demande d'asile, dans les années 50 par exemple, pour le Conseil de l'Europe, c'était essentiellement la demande d'asile des personnes qui fuyaient les pays de l'Est, ou l'Espagne, ou le Portugal, mais donc des pays qui n'étaient pas démocratiques. Aujourd'hui, c'est très différent, et il y a beaucoup de cas. Ce que je dis peut choquer, mais c'est pas tout à fait, c'est pourtant la vérité. Il y a des demandes, entre guillemets, simples, pour des raisons économiques qui n'ont rien à voir avec une répression, avec des violences subies dans tel ou tel pays. Et donc, c'est une question sensible. On connaît tout le ressenti des Français à ce sujet, et il faut voir le problème, là aussi, vraiment avec objectivité et précision. Alors, je m'éloigne du politiquement correct. Je pense quand même que les conventions qui réglementent
la demande d'asile ne sont peut-être plus actualisées, ne sont peut-être plus adaptées au contexte d'aujourd'hui. Mais c'est sous forme d'interrogation que je le livre. En tout cas, les conséquences que nous avons en France sont importantes. Alors là aussi, il faut être nuancé. Parce que s'il y a de l'immigration, c'est parce que des gens veulent quitter leur pays, mais aussi parce qu'ils veulent trouver en Europe des avantages. Alors, il y a les avantages sociaux, mais il y a quand même pour certains des emplois. Et c'est vrai que l'économie française ne pourrait pas fonctionner ou ne pourrait pas fonctionner facilement sans certaines personnes étrangères qui travaillent dans des métiers sous-qualifiés, notamment le nettoyage des bureaux, ou alors des gens très qualifiés et qui viennent en France, notamment dans les hôpitaux, des médecins qui viennent d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, parce qu'ils ont les compétences et parce que la France manque de compétences dans ce domaine. Donc le sujet est très complexe et mérite d'être vu de façon dépassionnée, mais aussi de façon objective, sans trop essayer de ménager la chèvre et le chou. En revanche, ce qui est sûr, parce qu'on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion, les Français ont des craintes sur l'identité de la France. C'est un autre sujet. Ça, il faut en tenir compte. On peut aussi parler du lien avec l'insécurité. Là, je dirais quelques mots. C'est que, pour commencer, c'est qu'on a le sentiment que la machine à intégrer ne fonctionne pas aujourd'hui comme elle fonctionnait avant. Entre parenthèses, et là je vais être très franc, c'est l'ancien préfet du Val-de-Marne qui parle, la machine à intégrer fonctionne beaucoup moins bien, peut-être parce que les besoins en crédit d'État sont importants et que l'État ne peut pas toujours suivre, mais il y a deux grandes institutions, au moins deux forces, qui se sont affaiblies en France alors qu'elles avaient une capacité d'intégration qui était importante. Ces deux forces, c'est l'Église catholique et le Parti communiste. Et l'affaiblissement et du Parti communiste et l'Église catholique dans certaines banlieues a conduit à ce qu'il y a une part importante, peut-être pas majoritaire, de l'immigration qui se sent mal intégrée, mal assimilée et qui peut-être aussi ne veut pas de l'assimilation. De ce fait, et là ce n'est pas une donnée statistique, mais c'est un ressenti, et je pense que beaucoup de choses dans l'actualité française au cours de l'année 2024 le montrent, la majorité de Français font un lien entre insécurité et immigration. Ça ne veut surtout pas dire, moi je ne reprends pas ça intégralement à mon compte, dans la mesure où tous les immigrés, fort heureusement, ne sont pas des délinquants, et où les délinquants ne sont pas exclusivement des étrangers, au contraire. Mais il y a quand même, du fait notamment d'un certain nombre de pratiques, de phénomènes qui existent, d'hyperviolence, l'usage du couteau pour régler des comptes avec des jeunes qui sont toujours de plus en plus jeunes, des bagarres entre bandes de filles. Ça, c'est assez inédit en France. Avant, il y avait des bagarres entre bandes de garçons, notamment les blousons noirs dans les années 60. Les bagarres entre bandes de filles, c'est beaucoup plus inédit. Donc, il y a incontestablement, du fait de migrations provenant, là, ce n'est pas tellement l'Afrique du Nord qui est concernée, mais provenant de pays plus lointains, où il y a une violence quotidienne très forte, où le droit est quelque chose de tout à fait relatif, il y a des comportements qui, plongés dans l'atmosphère des sociétés occidentales, peuvent poser problème. C'est pour ça que certains parlent d'ensauvagement dans la société française. Alors, je rassure aussi les personnalités qui pourraient être choquées par cette expression, que le premier qui a parlé de sauvageon, c'est M. Jean-Pierre Chevènement, lors d'un colloque sur la délinquance à la fin des années 90. Il était assez précurseur. Il y a une sorte d'ensauvagement, je ne veux pas employer d'autres termes, mais c'est vrai que l'usage du couteau, un certain nombre de choses
n'est pas propre à la France. Vous savez, ça existe au Royaume-Uni, en Belgique et en Allemagne. Tout cela, les Français font le lien entre immigration et insécurité. Alors, la machine à intégrer fonctionne beaucoup moins bien. Il y a des risques identitaires, il y a le terrorisme islamiste, et puis il y a un autre débat sur lequel je n'ai pas d'opinion tranchée qui existe, c'est que le phénomène doit s'apprécier selon la génération. Les premières générations d'immigration se sont très bien intégrées. Après, ça a été plus difficile pour eux, mais aussi parce que peut-être ont-ils été moins bien accueillis. Et ensuite, aujourd'hui, semble-t-il, et ça mérite d'être mieux étudié, on a des phénomènes de haine qui existent de la part de jeunes qui ne sont de nationalité française. Et de haine, c'est là où j'emploie beaucoup de précautions, peut-être cela pourrait venir de la manipulation par tel État étranger à ce sujet. Donc on en est là, et ça c'est un changement important de la société française. Le changement important aussi, c'est l'affaiblissement économique de la France. Alors je vais être... ce que je le dis avec regret, hein, je ne le dis pas avec plaisir. Même si l'économie française garde une grande solidité, mais il y a quand même affaiblissement dans deux domaines. D'abord, la désindustrialisation. Alors deux chiffres là aussi, enfin deux séries de chiffres. La part de l'industrie dans le PIB en 70, c'était 35%, et c'est 17% en 2010, et c'est encore baissé depuis. La part de l'emploi industriel dans l'emploi total, c'était 21%, alors il y a très longtemps, en 50, et c'est aujourd'hui 11% en 2020. Et tout cela montre qu'il y a eu des fermetures d'industrie qui se sont produites parce que, pour l'essentiel, ces entreprises subissaient, mondialisation oblige, la concurrence de pays à bas coûts salariaux. Certains secteurs industriels se sont adaptés, d'autres non. Et on a perdu un certain nombre de fleurons de notre industrie. Et aujourd'hui, certains territoires très industrialisés sont aujourd'hui en pleine déprime, avec un taux de chômage important, une jeunesse qui veut partir parce qu'elle s'ennuie, parce qu'il n'y a pas de possibilité, et il y a des territoires qui sont aujourd'hui dans une situation dégradée. Je reviendrai là-dessus, mais notamment dans le nord et dans le nord-est de la France. Il semble fort heureusement, en ce qui concerne cette désindustrialisation, grâce à une stratégie qui a été menée ces dernières années, l'hémorragie est arrêtée. Parce que, comme vous le savez, il y a un point qui me paraît assez positif, c'est qu'il y a eu des réinstallations, des relocalisations d'entreprises et d'emplois industriels en France. Je n'ai pas de chiffres précis là-dessus, mais c'est un phénomène qui existe. Et je pense que cette hémorragie a été arrêtée. Il reste à savoir si cet arrêt va durer encore, s'il n'était que provisoire, eu égard à la situation, et il faudra revenir là-dessus, financière et budgétaire du pays. Même chose pour l'agriculture. L'agriculture française était très puissante. Nous étions, il y a 20 ans, c'est pas si vieux que ça, il y a 20 ans, le deuxième exportateur mondial de produits agricoles, après les États-Unis. Et aujourd'hui, nous sommes le 5e exportateur. Alors, en revanche, on importe beaucoup plus. Alors, quand vous irez au supermarché, regardez bien l'origine de ce que vous achetez, parce qu'il semble qu'on mange, le poulet qu'on mange, 1 sur 2 vient de l'étranger. Et alors ça m'a surpris, en tant que Limousin, 56% de la viande ovine est importée. C'est quand même considérable. Alors, quelles explications peut-on donner à cette situation, tant dans l'agriculture que dans l'industrie? C'est bien sûr les problèmes de compétitivité de ces activités, le coût du travail, les normes.
Alors ça, c'est un sujet qui peut être très polémique. Il faut faire très attention à cela. Et notamment les agriculteurs considèrent que les normes qu'on leur impose sont trop lourdes et entraînent des coûts importants pour les exploitations. Là où il y a problème, je me permets de le dire, c'est que l'Europe a parfois bon dos. C'est qu'on dit c'est l'Europe, sa réglementation. Mais il y a ce qu'on appelle la transposition des règles et des directives européennes. Et parfois en France, on aurait tendance, j'emploie le conditionnel, mais c'est pas un peu hypocrite de ma part d'ailleurs, on aurait tendance à accentuer les choses, peut-être en ce qui concerne la transposition. En fait, la réalité, c'est qu'il y a ce problème des normes sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et puis bien sûr, le problème de la fiscalité. Personnellement, je vois d'autres raisons. D'abord, est-ce que, par du fait du vieillissement de la population, par d'autres évolutions sociologiques, notamment chez les jeunes générations, la capacité d'entreprendre, la volonté d'entreprendre est en train de décroître. Alors, des choses plus techniques, c'est qu'il y a par rapport à d'autres pays une insuffisance en France de dépenses pour la recherche et le développement, alors que nous avons un potentiel scientifique très important et que nous avons de très belles réussites en aéronautique notamment et dans l'armement. Et enfin, la dernière question, le dernier sujet, c'est tout simplement, est-ce que les Français travaillent assez? Excusez-moi de le dire dans ces termes. Ça pose le problème sur lequel je reviendrai tout à l'heure de l'âge de la retraite, de la durée hebdomadaire du travail, des vacances. Non, d'ailleurs, c'est que le total moyen d'heures travaillées pendant une année pour les salariés à temps complet, je précise bien, en France, positionne la France comme l'avant-dernière. C'est-à-dire qu'il y a un seul pays où on travaille moins, c'est la Finlande. La nuit australe, mais le septentrionale, pardon. Mais la réalité est là. Nous avons une moyenne annuelle européenne de 1800 heures. C'est ce que fait l'Allemagne d'ailleurs. La France est un peu au-delà de 1600 heures. Alors on dit aussi qu'au-delà de la durée hebdomadaire plus courte qu'ailleurs, il y a aussi plus de congés et plus d'arrêts maladie en France. Bon. Alors, je dis qu'il faut peut-être que les Français travaillent plus. C'est facile à dire, plus difficile à obtenir. Je sens quand même qu'il y a sur ces sujets une évolution. La preuve en est, c'est que avant d'arriver jusqu'à vous, j'ai repris de vieilles habitudes toulonnaises et je suis allé à la FNAC. C'est quelque chose contre lequel s'élève régulièrement mon épouse parce que je stocke beaucoup trop de livres. Je suis allé à la FNAC et à la FNAC, il y a un livre qui vient de sortir de quelqu'un que j'ai croisé quelques fois, qui s'appelle Denis Oliven, qui est un ancien magistrat de la Cour des comptes qui est maintenant dans le privé. Je crois qu'aujourd'hui, il est le directeur général d'Europe 1. Il vient de sortir un livre qui a été communiqué hier et je l'ai acheté. Alors, je ne l'ai pas lu encore. Et il dit la France doit travailler plus pour que les Français soient mieux payés. C'est un slogan politique qu'on a entendu il y a quelques années, travailler plus pour gagner plus. Mais je trouve quand même que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Là aussi, mon expérience personnelle, alors elle n'existe pas parce que je ne suis jamais allé dans le secteur privé de toute mon existence. Mais dans le secteur public, je peux vous parler de la RTT que j'ai mise en place quand j'étais préfet de la Drôme à Valence, à la préfecture. Les syndicats n'étaient pas demandeurs d'ailleurs. Et on a créé dans la fonction publique donc un régime de 35 heures par semaine. Mais dans une vue de l'esprit très théorique, cette réduction de temps de travail devait être compensée par des recrutements correspondants pour faire le travail.
nonobstant les gains supposés de productivité. Alors, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Les gains de productivité, il n'y en a pas eu assez. Et il n'y a pas eu de recrutement, pour des raisons budgétaires. Donc, aujourd'hui, ça a des conséquences sur le fonctionnement quand même des services de l'État et des collectivités territoriales. Et je trouve quand même que c'est quelque chose que l'on aurait peut-être pu éviter. Et surtout, là où les conséquences ont été plus préoccupantes, c'est au niveau de la fonction publique hospitalière, puisqu'elle connaît bien sûr un certain nombre de déficits. Alors, ce que je viens de vous dire, jusqu'en 2020, mais même quand j'étais à Monaco, je n'aurais pas pu le dire dans ces termes. Parce que ça veut dire, là, je parle avec une liberté d'opinion nouvelle, parce que j'ai dû défendre la législation sur les 35 heures à l'époque, quand j'étais préfet. Et je vous dis très franchement aujourd'hui que je trouve que ce n'était vraiment pas une bonne idée. Bon, vous m'excuserez de sortir d'une réserve à laquelle je suis moins astreint dorénavant. Alors, en ce qui concerne l'activité, il y a aussi des phénomènes de société que l'on connaît, le vieillissement, le Covid. Incontestablement, ça a eu beaucoup de conséquences, notamment dans les jeunes générations, qui sont, paraît-il, moins décidés que d'autres à travailler. Mais je n'y crois pas, il y a des jeunes parmi nous, et j'espère qu'ils ne sont pas du tout imprégnés par ce supposé état d'esprit. Quelques petites choses sur les territoires. Alors, je parle en connaissance de cause parce que j'étais délégué à la DATAR quand Hubert Falco, auquel je pense, parce que c'est un ami, était aux affaires, était secrétaire d'État. Alors, il y a quelque chose qui n'existe pas. C'est l'égalité entre les territoires. Ça n'existe pas, parce que les territoires ne sont pas égaux. Il y en a certains qui ont beaucoup plus d'atouts que d'autres. Et de ce fait, les territoires, aujourd'hui, vivent de façon différente qu'il y a 40 ans, et ça peut s'exprimer de façon différente. Alors, je vois que je suis un peu trop long, peut-être. Non ? Il faut que j'accélère un peu les choses. Je ne résiste pas à l'idée, parce que je suis très intéressé par la géographie électorale. Je ne résiste pas à vous faire une petite communication qui est assez amusante, qui concerne les résultats dans 2 départements. Les 2 départements, et ça c'est un clin d'œil à la Marine nationale, ces 2 départements. Je les laisse deviner. Alors, je vais vous citer 4 chiffres. Premier chiffre, disons il y a très longtemps, pas si longtemps que ça, c'est 36,8%. Et le deuxième chiffre, c'est 52,6%. Ça, c'était il y a très longtemps. Et plus récemment, les chiffres sont inversés. C'est 53,9% et 34,5%. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Comment ? Alors, ce sont les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle, celle de 1965 et celle de 2007, dans le Var et le Finistère. C'est-à-dire que le Var votait à gauche en 65, 52,6% des voix pour Mitterrand, et en revanche, en 2007, il a voté massivement pour Nicolas Sarkozy. Je croyais que les pénuries d'électricité étaient évitées en France, mais vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez, c'est l'essentiel. Et aujourd'hui, c'est une évolution parfaitement symétrique, mais inverse. Mais là, comme je ne vois plus mes chiffres, je ne vais pas vous donner la suite facilement, mais si, il y a le téléphone quand même. Je vais... Ah, pardon. Donc, je reprends. Mitterrand majoritaire dans le Var et De Gaulle très majoritaire dans le Finistère.
Et aujourd'hui, enfin 2007, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses seraient encore différentes. Vous savez pourquoi? Ce ne serait pas le candidat de la droite qui serait très en tête, ou une autre. Dans le Finistère, donc Ségolène Royal en 2005 a obtenu 53,9% des voix. Et en revanche, elle a obtenu 34,5% des voix dans le Var. Ça, je le sais, parce que j'étais préfet du Var à cette époque. Et qu'on n'a pas eu trop de travail pour les résultats électoraux. On n'a pas eu trop de travail pour les résultats électoraux, puisqu'il y a eu 6 députés sur 7 élus au premier tour dans les législatives qui ont suivi. Donc, un département qui était marqué à droite et qui est maintenant plutôt à gauche, et un département qui était à gauche et qui est maintenant très marqué à droite. Pourquoi? Évolution de population. Ce n'est plus la même population. Ici, dans le Var, comme vous le savez, beaucoup de retraités aux revenus sont venus. Il y a des questions migratoires et tout cela a droitisé le département du Var. En revanche, dans le département du Finistère, certaines évolutions dans le monde agricole ou au sein de l'Église catholique ont fait qu'il y a eu une inclinaison beaucoup plus forte vers une gauche social-démocrate, celle de Michel Rocard, de la CFDT, etc. Donc ça, c'est des choses qui montrent, parce que la géographie électorale, les résultats des élections, c'est quand même l'expression des ressentis qui existent dans tel ou tel département, dans tel ou tel territoire. Alors, je ne vais pas être trop long, mais j'ai regardé aussi quels sont les départements qui combinent deux choses, ou un taux de chômage très bas, ou un taux de chômage très haut, ou un revenu par habitant très supérieur à la moyenne, ou un revenu par habitant très inférieur à la moyenne. Donc, voir quels sont ceux qui combinent les deux, si j'ose dire. Haut revenu et bas chômage. Eh bien, vous avez Paris, les Hauts-de-Seine, vous avez également la Loire-Atlantique, l'Ille-et-Vilaine, la Savoie et la Haute-Savoie. Et puis, quels sont les départements qui cumulent les deux handicaps, si j'ose dire? Eh bien, vous avez les Pyrénées-Orientales, la Seine-Saint-Denis, le Pas-de-Calais, l'Aisne, les Ardennes et le Tarn-et-Garonne. C'est-à-dire les départements, soit un département de l'Île-de-France, un seul, mais qui est celui qui connaît le plus de problèmes sociaux et de problèmes de migration aussi, et puis les départements, pour l'essentiel, industriels, anciennement industriels du nord et du nord-est de la France, comme le Pas-de-Calais, l'Aisne et les Ardennes. Pour la petite histoire aussi, les départements qui ont le taux de chômage le plus bas, vous les retrouvez dans l'ouest, en Île-de-France, notamment les Hauts-de-Seine et Paris, et puis dans l'est, notamment, si ma mémoire est bonne, le Jura, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Ain. Là, vous savez pourquoi le taux de chômage est bas. La Suisse, tout à fait. Ces départements font partie de la métropole genevoise. Ça, les Savoyards n'aiment pas qu'on dise ça. Mais c'est vrai que ces départements tirent une grande partie de leur prospérité d'activités industrielles, du tourisme de neige, mais également du fait que beaucoup d'habitants travaillent en Suisse. Alors, je passerai rapidement. J'ai deux exemples tout à fait contradictoires aussi à vous dire. Au début de ma carrière, la Vendée. Aujourd'hui, la Vendée, c'est un département qui a un chômage très bas, un taux de pauvreté le plus bas de France, donc des inégalités sociales qui ne sont pas très fortes, et qui est un département qui s'est considérablement développé par la capacité d'entreprendre qu'il y a sur place. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Deuxième exemple, ça c'était le premier poste dans ma carrière, et puis maintenant je vais vous parler du dernier poste dans ma carrière, les Bouches-du-Rhône, où là il y a de très fortes inégalités sociales, mais il y a un revenu par habitant qui est élevé, mais avec des différences à l'intérieur du département qui sont considérables. Le 3e arrondissement de Marseille a le taux de pauvreté le plus élevé en France, alors que Aix-en-Provence a un taux de chômage bas et une richesse qui est dégagée, qui est très importante.
Ces inégalités dans les territoires ont provoqué notamment le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est parce que une partie de la population s'est sentie déclassée. Elle vit dans des quartiers très périphériques, au-delà même des premières couronnes. C'est-à-dire qu'elle a des dépenses. Elle y est allée habiter là-bas pour avoir un logement moins cher, mais aussi elle a subi des dépenses de transport très élevées et s'est sentie déclassée. Ça, c'est un phénomène qui est important, qui tient à cette évolution des territoires. Et donc, je dis entre parenthèses qu'il y a un handicap dont souffre la France. Par certains côtés, c'est l'étalement urbain qui est très excessif et qui fait que les coûts du transport pour la population sont plus élevés que dans d'autres pays. Alors, je dis un petit mot de la montée de l'individualisme en France, de notre caractéristique que j'ai vécue. Je trouve que, en général, c'est ce que j'ai lu dans un livre récemment. Malheureusement, les Français deviennent plus consommateurs que citoyens. Un exemple parmi d'autres, c'est que on sent que dans le pays, on est surtout attaché à ce qu'on peut comprendre. Je ne dis pas ça de façon condescendante, justement. C'est qu'on est surtout attaché à son cadre de vie, on veut le préserver à tout prix, et que si, par exemple, il y a un projet qui est à côté de chez soi, eh bien, on le rejette. Si c'est un centre d'enfouissement, j'ai connu ça dans les Pyrénées-Atlantiques, une installation industrielle, un logement social, une éolienne, bien évidemment. Nous avons tout de suite une association de riverains qui se monte et qui veut lutter contre le projet. C'est ce que les anglo-saxons appellent le phénomène du NIMBY ou NIMBY, not in my backyard, pas dans ma cour, pas à côté de chez moi, tout au moins. Ça, c'est un phénomène qui, malheureusement, se développe et rend la résolution des projets beaucoup plus difficile. Alors, on en vient aux actions publiques. Et là, je vais malheureusement être plus rapide parce que je crois que vous me donnez combien de temps encore ? 5 minutes. Bon. Bien. Alors, premièrement, action publique, c'est des choses très différentes. Moi, je dirais la priorité des priorités, c'est affirmer fortement l'autorité de l'État dans des domaines très différents. Mais l'autorité de l'État, notamment pour que celui-ci puisse assurer la sécurité des Français dans les meilleures conditions. Je rends hommage d'ailleurs au travail quotidien des gendarmes et des policiers, qui est très difficile et qui mérite notre reconnaissance. Je rends hommage aussi à mes collègues préfets, qui depuis quelques mois sont dans une situation peut-être plus difficile parce que ça ne vous aura pas échappé. Depuis le mois de juillet, quelques semaines parfois de vacances de pouvoir, et leur métier n'est pas simple. Donc, l'autorité de l'État sur l'insécurité, sur la lutte contre les immigrations clandestines, avec ce double souci d'être efficace et d'être juste et humain. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir les mêmes méthodes qu'on rencontre dans d'autres pays. On a beaucoup de progrès à faire là-dessus, notamment sur l'efficacité de nos reconduites. Pour ce qui concerne l'insécurité, il y a quelque chose de très important dont deux ministres, M. Darmanin à la Justice et M. Retailleau à l'Intérieur, ont pris l'initiative, c'est la lutte contre les narcotrafiquants qui polluent un certain nombre de quartiers en France, tous les quartiers nord de Marseille. À savoir qu'ici, à la Seine, les choses aussi peuvent se compliquer. Donc, la lutte contre les narcotrafiquants doit être quelque chose d'absolument prioritaire dans notre pays. Autre chose, puisqu'on est avec des marins, je trouve assez choquant que dans un moment où la défense doit être soutenue, et notamment nos industries de défense qui sont en France assez performantes, on ne puisse pas mobiliser de l'épargne privée pour les industries de défense. Ça m'est apparu, je ne vais pas vous raconter pourquoi, parce que ma femme va me l'interdire, puisque c'est des choses très familiales, mais je me suis aperçu qu'il n'y avait pas on ne pouvait pas investir par l'intermédiaire de sa banque
dans les activités de défense. Et votre ministre, monsieur Lecornu, s'est exprimé là-dessus pour dire qu'il ne comprenait pas pourquoi, tant au niveau de certaines banques ou au niveau de l'Union européenne, l'on puisse considérer que certaines activités étaient incompatibles avec l'éthique. Or, qu'est-ce qu'il y a de... On ne considère pas que contribuer à la défense de son pays soit contraire à l'éthique, mais là aussi, il y a peut-être quelque chose à faire. Sur les conséquences du changement climatique, on avance assez vite, notamment pour les énergies renouvelables. Provence-Alpes-Côte d'Azur, il est particulièrement difficile d'autoriser une éolienne, parce que tout le monde est contre. Et il n'y a pas que les gens qui habitent autour. Moi-même, j'ai fait l'objet d'un recours dans le tribunal administratif, parce que j'ai autorisé le résultat d'un travail commun avec la préfecture maritime d'ailleurs, une éolienne en mer, au large de Fos, et j'ai été attaqué par une association, que je ne citerai pas, qui considérait que ce projet était menaçant pour les oiseaux. Et donc, le programme des énergies renouvelables, il ne pourra se faire que si on a réellement la volonté de le faire, tant en ce qui concerne l'éolien que le solaire. Fort heureusement, excusez-moi de le dire dans ces termes, mais nous avons le nucléaire, et qui est une source d'énergie qui est très facile et très favorable. Dernière chose, vous entendez beaucoup parler de simplification et de lutte contre l'excessive norme. L'excès de normes, c'est vrai. J'ai été impliqué dans un groupe de travail il y a quelques années là-dessus pour faire des propositions. Tout n'a pas été retenu, mais c'est vrai qu'il y a une grande résistance, et des administrations centrales, mais aussi de toutes sortes de lobbies, associations, professions, qui ne sont jamais très chaudes pour assouplir les choses dans ce domaine. En gros, ce qu'on peut dire, une conclusion, c'est quelque chose sur ce point-là, c'est souvenir de lecture. Quand je préparais l'ENA, et c'était un livre d'Alain Perfit, Le mal français, qui est sorti en 75-76. Les moins jeunes d'entre nous peut-être s'en souviennent. C'est un ouvrage remarquable qui demeure d'actualité. Et sur tous ces sujets, sur la norme notamment, Perfit dit, en France, nous avons une société de défiance. C'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance aux autres. Tandis que d'autres pays, notamment des pays d'Europe du Nord, on fait confiance. C'est une société de confiance. Donc, c'est cela qu'il faut surtout changer. Alors, j'en arrive à la mère des batailles, si j'ose dire, c'est-à-dire la situation budgétaire. Nous sommes dans une situation très critique, vous le savez tous. On a plus de 6% de taux de déficit par rapport au PIB, un endettement considérable, 1,3 milliard d'euros. Donc, il est impératif de régler les choses. C'est facile à dire et c'est extrêmement difficile à faire. Pourtant, il y a des pistes qui existent. Hier ou avant-hier, le gouverneur de la Banque de France, interviewé sur LCI, a dit qu'il y avait incontestablement des choses à faire concernant le modèle social français qui, selon lui, coûte 260 milliards de plus que dans les autres pays, avec des résultats qui sont au mieux égaux à ceux des autres pays. Donc, il y a une remise en cause de ces politiques qui est indispensable. Ce n'est pas facile, mais ça existe. Et puis alors, il y a le nombre de fonctionnaires aussi. Alors là, je vais horrifier les collectivités territoriales, parce que je vais parler du nombre de fonctionnaires, pardon. Et je ne vais pas faire plaisir aux collectivités territoriales, puisque on accuse beaucoup l'État de ne pas réduire le nombre de ses fonctionnaires. C'est vrai, c'est pas faux, mais que le nombre de fonctionnaires a beaucoup plus augmenté dans les collectivités territoriales qu'au sein de l'État. Selon des proportions qui sont importantes. Pour l'État, si on a un indice 197,
On a indice 106 en 2020. Pour les collectivités, indice 197 et 145 aujourd'hui. Et ça s'explique pas seulement par le transfert des compétences aux collectivités, mais parce qu'il y a eu... pourquoi tout cela? Tout simplement parce qu'il y a trop de collectivités en France. Je ne parle pas du tout des petites communes, parce que c'est epsilon dans les moyens budgétaires. Mais on a ce fameux millefeuille. C'est-à-dire qu'on a communes, intercommunalités, départements et régions. Et qu'il faudra un jour choisir. On ne pourra pas supporter éternellement autant de collectivités, autant de types de collectivités, catégories de collectivités. Il faudra faire des choix. C'est indispensable et si l'on veut retrouver de l'aisance sur le plan budgétaire. Alors, c'est ces points que je voulais vous indiquer. Vous dire deux choses pour terminer, très rapidement. La première, c'est que tout ce que je vous ai dit, les solutions qu'on peut apporter, les défis qu'on peut relever, les solutions qu'on peut apporter, on ne peut les trouver que dans un cadre européen, c'est-à-dire par solidarité entre les différentes nations européennes, États européens. L'Union européenne, ce n'est pas un modèle de bon fonctionnement, il y a différentes raisons, mais il est indispensable, dans la situation internationale actuelle, pour répondre aux défis, les États européens se prennent par la main et se rassemblent beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et enfin, pour ce qui concerne la France, pour les réformes structurelles très importantes à faire, si on veut surmonter le déficit budgétaire, parce que ce n'est pas moi, ni ceux qui ont mon âge, qui en subiront les conséquences, c'est les jeunes que je vois au premier rang. Parce que l'endettement, c'est vous qui allez le payer. Donc c'est ça qui est gravissime pour ce qui me concerne. Et pour cela, pour faire des réformes, on a besoin, excusez-moi de vous dire, d'un gouvernement stable. Bon, alors, je ne dis pas plus, parce que je vais sortir de mon obligation de réserve, mais que j'ai encore quand même si je suis retraité. Bon voilà, excusez-moi d'avoir été trop long, amiral. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. Alors moi j'ai une question, c'est c'est deux questions dans une avec une petite hypothèse parce que vous avez parlé en fait de la désindustrialisation et toutes les problématiques que ça a soulevé, notamment. J'ai regardé une émission, c'est un auteur allemand qui parle du déclassement et en fait c'était dans toute l'Europe. Hein, il y a eu le tchatchérisme, tout ça, nous on a été affectés de façon un peu différente. Et cet auteur en fait explique qu'il n'y a qu'une alternative maintenant, que ce phénomène en fait a donné naissance à l'extrême droite d'aujourd'hui. Pourquoi on a des poussées d'extrême droite aussi fortes? Et moi je réfléchissais à quelque chose, c'est que on est quand même dans un contexte d'extrême polarisation et on n'a pas, justement en France, ce qui va aujourd'hui clasher un petit peu avec le reste de l'Europe, surtout l'Autriche, l'Allemagne. C'est que nous, on a une extrême gauche aussi. Et là, il y a défiance de l'État, ils sont égalitariens, c'est-à-dire qu'ils veulent plus de droits, mais que tout le monde soit pareil. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez de ça et comment place de l'État vis-à-vis de cette polarisation Voilà, merci. Oui, alors vous avez bien décrit la situation. Quand je vous ai parlé d'ailleurs d'un certain nombre de départements qui en France décrochaient, je vous invite à regarder les résultats électoraux dans ces départements. Il y en a un qui vote massivement pour LFI et les autres pour le RN. Bon. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît un peu partout en Europe. Les succès du nouveau parti en Grande-Bretagne, dans le nord de l'Angleterre, dans le nord industrialisé, du parti anti-Europe de monsieur Nigel Farage. Reform UK, c'est un aspect. L'AFD dans l'ex-Allemagne de l'Est, et puis partout. Dans tous les pays scandinaves, modèle de démocratie, de
de raison, pays éclairés, connaissent aussi le même phénomène. C'est certainement dû en partie à la désindustrialisation qui a créé beaucoup de chômage, et nous ne sommes pas suffisamment bien adaptés parce qu'il y a des potentiels industriels. Il y a des domaines de haute technologie qui résistent, le luxe aussi. Mais inévitablement, la part de l'industrie dans l'économie devait diminuer structurellement, mais pas dans des proportions aussi importantes. Et puis plus grave pour l'agriculture, parce que c'est notre souveraineté alimentaire qui est en cause. Alors là, il y a beaucoup d'évolutions qu'il faudrait souhaiter, et je ne suis pas sûr que toute la profession agricole soit mûre pour cela. Mais il faut tenter les choses. Bonsoir. D'abord, je vous remercie pour la qualité de votre intervention. On n'a pas vu le temps passer. Il y a plein de choses à dire parce que c'était extrêmement riche. Vous avez dit énormément de choses dans très peu de temps et ça aurait été utile de pouvoir continuer, mais on n'a pas le temps. Sur l'immigration, vous avez avancé une hypothèse, à savoir qu'une partie de l'immigration, et ce serait un fait nouveau, serait issue de pays qui ne sont pas nécessairement démocratique. J'aurais aimé que vous puissiez vous appuyer sur les chiffres de l'INSEE pour appuyer votre impression, puisque je viens de regarder en l'occurrence les chiffres de l'INSEE. La majorité des migrants en 2023, je n'ai pas eu le temps de regarder au-delà, d'origine africaine, proviennent essentiellement d'Afrique du Nord, Algérie et Tunisie, qui, à ma connaissance, ne sont pas des pays considérés comme un modèle démocratique. En tout cas, ce n'est pas l'idée que je me fais, moi, de la démocratie. Je vais vous interroger sur un point. Vous parlez de la situation budgétaire, vous avez raison. Vous accusez les collectivités d'être en partie, ou pour ne pas dire en grande partie, responsables ou co-responsables de la situation budgétaire. Vous parlez de la nécessité d'alléger le millefeuille administratif et je vous donne raison partiellement. Vous ne parlez pas du problème des doublons avec les services de l'État. N'y aurait-il pas une piste de réflexion pour alléger le budget de l'État, de supprimer les doublons collectivités-préfectures en la faveur des collectivités? Alors, je réponds sur la première partie de la question. Il y a certains phénomènes. D'abord, on n'a pas les statistiques. Bien. Non, mais l'INSEE, que dit l'INSEE elle parle de l'origine, elle peut parler de l'origine des étrangers. En revanche, elle ne parle pas de l'origine de ceux qui sont français, mais venant de l'immigration. Entre parenthèses, si on veut éviter aujourd'hui le complotisme, les ambiguïtés, etc., moi je suis partisan, non pas de statistiques ethniques, mais qui est des statistiques qui établissent l'origine des Français, la nationalité des parents de certains Français. Si on veut avoir une vision de la société beaucoup plus précise, il faut passer par là. Pour les modèles de démocratie, j'ai pas compris si vous considérez que la Tunisie et l'Algérie étaient des modèles de démocratie ou pas. Non. Bon. Alors écoute, oui, je pense que beaucoup de gens sont de votre avis. Enfin, plus l'un que l'autre, parce que la Tunisie a une tradition quand même. Je rappelle que la Tunisie est un pays qui, pendant longtemps, grâce à Bourguiba, a respecté le droit des femmes et où il y a beaucoup de femmes chefs d'entreprise. Et c'est un des pays de la Méditerranée où le taux de femmes dans l'enseignement supérieur est parmi les plus élevés. Mais vous avez raison, c'est des pays qui ne sont pas forcément très démocratiques. Mais il y a une catégorisation qui est faite pays sûr, c'est-à-dire où vous risquez votre vie de façon permanente, qui concerne certains pays d'Afrique noire ou du Moyen-Orient, et c'est cela aussi qui, plus spécifiquement, motive l'acceptation de la demande d'asile. Je pense notamment, par exemple, écoutez un exemple très simple, quand le président Poutine a réprimé
des émeutes en Tchétchénie, il y a eu beaucoup de demandeurs d'asile tchétchènes qui sont venus et qui ont été acceptés. Mais ils ont importé un certain nombre de comportements qui font qu'on peut s'interroger là-dessus. Bon, vous m'avez entendu ou pas? Bien. Deuxième question. Alors là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne veux pas dire que vous me choquez, loin de là, mais je n'accuse pas. J'ai du respect pour les collectivités et la grande majorité des collectivités territoriales en France sont très bien gérées. J'observe simplement qu'on est dans une complexité administrative qui est très importante. Tout simplement parce que la décentralisation en 1981-82 a fait la part belle à certaines grandes féodalités et que l'on n'a pas voulu choisir, notamment entre le département et la région, et qu'on n'a pas voulu non plus travailler sur les communes, parce que c'était pour l'essentiel très difficile sur un plan électoral, et que c'est progressivement qu'on a monté l'intercommunalité tout en gardant la commune, et qu'on n'a jamais voulu trop choisir entre le département et la région. Si bien qu'on a 4 niveaux d'intervention. Alors j'ai oublié de le dire, c'est vrai, c'était pourtant dans mon texte, mais c'est de votre faute, amiral, parce que j'ai pas tout relu. Il y a des doublons entre l'État et les collectivités, c'est vrai. Il y en a de moins en moins. Mais il y a des doublons entre collectivités aussi. Et je peux vous l'assurer. J'étais préfet des Bouches-du-Rhône et je me suis fait non pas des ennemis, mais des esprits très critiques dans les Bouches-du-Rhône quand j'ai préconisé la fusion entre la métropole de Marseille et le département des Bouches-du-Rhône. Parce que la métropole de Marseille, c'est 91% de la population des Bouches-du-Rhône. Bon, les 9% qui restent, c'est le pays d'Arles, qui voulait garder son autonomie. Mais alors, il a besoin du reste des Bouches-du-Rhône, parce que c'est un pays pauvre. Mais cette fusion ne s'est pas faite, et on a une double administration sur un territoire qui est quasiment identique. Écoutez, ça pose problème. Mais ça ne veut pas dire que je suis un adversaire des collectivités. Pardon, monsieur. Pardon. Je vois beaucoup d'intelligence et peu de caractère. Je cite le général de Gaulle à propos des élites françaises entre 1920 et 1940. C'est une donnée plus subjective, mais dans une période de crise violente, il faut des caractères. Pensez-vous, monsieur le préfet, que le système, appelons-le comme ça, français, de production des élites, quelle qu'elle soit à même de produire des caractères pour la crise que nous traversons? Alors, les applaudissements montrent que c'était une très bonne question. Mais, vous savez, il faut jamais... quand on dit c'est une très bonne question, c'est que c'est une question qui gêne et qui appelle donc des réponses un peu en contournement. Alors, je vais aller directement dans les choses. Je suis très impressionné par la différence qu'il y a entre les gouvernants des années 60-70 et ceux d'après. Je veux pas interférer avec un débat partisan, si vous voulez. Je veux pas dire c'est les... Non. Je citais Perfide tout à l'heure. Mais quand vous aviez autour du général de Gaulle un Premier ministre comme Georges Pompidou, un Michel Debré, Alain Peyrefitte, Pierre Messmer et beaucoup d'autres, c'est sûr que ça avait quelque chose. Alors, il y a une différence fondamentale, parce qu'à gauche, il y avait Mitterrand, Mendès France, des hommes qui avaient de la trempe aussi, comme on dit. Je pense qu'il y a quand même un phénomène historique. C'est que ces gens qui avaient vraiment du caractère, ils ont été forgés dans la Deuxième Guerre mondiale, dans la résistance, dans l'adversité. De faire, par exemple, régulièrement traverser la Manche
pour aller de l'autre côté. Même chose pour Chaban-Delmas et d'autres. Mesmer était à Bir Hakeim. Alors ces gens-là, forcément, se laissaient beaucoup moins impressionner par une petite manifestation que d'autres. Aujourd'hui aussi, excusez-moi pour les communicants, mais les exigences de la communication sont telles que les gens ont toujours gauche ou droite peur d'en dire trop. Moi-même, vous voyez, en ce moment, j'ai peur de vous en dire trop. Mais c'est là où les caractères se sont forgés. Bon, il ne faut pas être trop injuste non plus avec le personnel politique d'aujourd'hui, parce qu'il montre aussi des qualités. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que dans la période qui s'ouvre, on aura besoin d'hommes de caractère. Ça, c'est vrai. Incontestablement, sinon, ça va être difficile. En revanche, pour être très clair, les hommes providentiels, on n'en rencontre que un tous les 2 siècles. On a eu Bonaparte, on a eu De Gaulle, on a peut-être eu Clémenceau entre les deux, mais les hommes providentiels, il ne faut pas trop compter sur eux. Il faut compter sur une équipe d'hommes et de femmes qui ont un projet, qui sont aptes à le défendre devant la population, de disposer d'une majorité cohérente et de faire ce qu'il faut. Mais sur le fond, je ne peux pas dire que ce que vous dites est inexact. Bonjour Monsieur le Préfet, tout d'abord merci pour votre intervention. Vous avez parlé à un moment donné du manque de volonté de la jeunesse au niveau de l'entrepreneuriat. Donc cette jeunesse dont je crois faire partie n'entend de par les études ou les médias que des prédictions pessimistes, pour ne pas dire fatalistes. Quelles pourraient être les actions de l'État pour justement provoquer cet entrepreneuriat et motiver cette jeunesse? Merci. Vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur le Préfet, dans les axes d'amélioration de notre société en général, de la restauration de l'autorité de l'État. Y a-t-il une affirmation de l'autorité de l'État? Dans cette affirmation, ne voyez-vous pas une forme de blocage permanent de la magistrature en général? Alors, je réponds tout de suite à cette question. Par exemple, face à l'insécurité, le problème, ce ne sont pas les magistrats, ce sont les textes. C'est les textes qu'il faut durcir. C'est-à-dire qu'il faut avoir des lois qui soient plus répressives et qui méritent d'être accentuées. Parce que dans une affaire récente, on a accusé les magistratures de laxisme alors qu'ils n'ont fait qu'appliquer les textes. Bon, je ne veux pas défendre la magistrature de façon systématique, mais je pense que parfois, on lui fait de mauvais procès. Il y a des textes à appliquer de façon plus rigoureuse, mais il y a aussi des textes à adopter qui soient plus rigoureux. C'est dans ce sens que je le dis. Je reprends un autre exemple qui ne concerne pas la justice judiciaire, mais la justice administrative. Sur certains dossiers concernant le contentieux vis-à-vis des étrangers ou en matière environnementale, il y a certains tribunaux administratifs qui sont très stricts et, à mon avis, vont au-delà des textes. C'est mon avis personnel. Là, peut-être, il y a aussi des corrections à faire, mais c'est en précisant et en clarifiant les textes et en évitant tout le fouillis que l'on peut avoir dans certains domaines. Alors, on peut en parler en détail. Parler aussi du Conseil constitutionnel, juge de la constitutionnalité des lois, mais on n'en serait pas sorti. Mais à mon avis, je ne veux pas que l'on accuse systématiquement la magistrature. Je m'empresse de dire que, tant en ce qui concerne les judiciaires que les administratifs, il y a des décisions de justice que personnellement avec lesquelles je ne suis pas d'accord.
Pour autant, je ne pense pas que ce soit ça la bonne stratégie. Il faut durcir les textes, encore une fois, certains, ou les clarifier. Alors, pour vous, j'ai dû dire ce que j'ai dit, mais je m'excuse si ça n'a pas été le cas, sur un ton, disons, interrogatif. C'est que je me demande quels sont les... On a un problème d'entrepreneuriat en France, de jeunes pas assez peut-être de jeunes qui se lancent dans l'entreprise. Et c'est dans ce sens que je le disais. Alors donc, que fait-on pour donner aux jeunes une envie de le faire, parce qu'en leur donnant une image peut-être plus positive des choses, en leur donnant de l'optimisme. Il est évident qu'il ne faut jamais perdre foi dans l'amélioration des choses, dans l'avenir que nous pouvons avoir. Il faut qu'on s'engage, il faut qu'on soit actif et volontaire, mais je suis parfois conscient je parlais des retraites tout à l'heure, c'est un mauvais cadeau qu'on vous fait quand vous transmet avec la situation budgétaire que nous connaissons. Cela dit, parce que l'endettement de la France, encore une fois, c'est plus vous qui allez le payer que d'autres. Mais, sauf si on redresse la barre suffisamment efficacement d'ici là, ce que j'espère. Il faut quand même toujours croire dans son pays, dans ses capacités. Il y a eu des moments très difficiles dans l'histoire de France. Alors, encore une fois, je suis pas l'homme providentiel, on n'est pas sûr qu'il vienne, mais il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui prennent conscience de la gravité de la situation et qui proposent des choses réalistes. Voilà, c'est ça, pour améliorer le contexte général et faire que s'amorcier des périodes plus optimistes. C'est pas facile à faire, c'est facile à dire, bien sûr, j'en ai parfaitement conscience, c'est plus difficile à faire. Il faut toujours avoir la foi dans son pays. Il y avait plein de questions et c'est pour ça que je vous pressais un peu pour le temps. Désolé pour les questions qui sont restées. Moi, je crois qu'en vous entendant avec votre éclairage extrêmement concret de serviteur de l'État pendant plus de 40 ans, on perçoit tous qu'on est à la fin d'un cycle. On perçoit tous l'évolution du cycle. Et c'est souvent le constat qu'on fait dans ces enceintes quand on a des conférences sur les relations internationales, sur le monde qui nous entoure. Donc finalement, c'est assez logique. Dans notre société, comme dans le monde, on vit la fin d'une époque. Et on vit l'arrivée d'une nouvelle époque qu'on ne connaît pas encore. Et c'est pour ça que je finirai sur le débat sur les élites, sur les caractères et sur la jeunesse. La fonction crée l'organe. Et quand la tempête vient, les bons marins sortent du carré pour venir prendre la barre. Et les bons marins, ils sont pour notamment les plus jeunes d'entre vous ici, parmi ceux qui sont là. Moi, ce que je peux dire, je pense que vous partagerez cette analyse, c'est que le fait que vous soyez aussi nombreux, aussi tardivement, aussi tard, avec autant de questions, pour questionner et mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes, eh bien, évidemment que moi, personnellement, vous parlez d'optimisme et de croire dans son pays, moi, ça me donne évidemment confiance dans l'avenir. Parce que ce qu'on cherche ici dans ces soirées et dans ces discussions, dans ces débats, c'est de comprendre, d'avoir la lucidité, de voir le monde tel qu'il est. Et le monde tel qu'il est n'est pas celui que nous attendions. Mais c'est en le comprenant qu'on trouve les leçons et les ressorts pour surmonter les difficultés. Donc moi, merci. Alors là, vous me cassez ma baraque, mais... Non, mais est-ce que vous avez reparlé de la formation des élites? C'était la question de monsieur, je crois. C'est vous, pardon. Alors, un dernier point. Je fais un peu de corporatisme, là, pour terminer. C'est que, je regrette vivement la suppression de l'École nationale d'administration. Je suis fier d'en être un ancien élève. Et l'éthique qui était dans cette école, fondée par Michel Debré, qui
est un des personnages politiques français pour lequel j'ai le plus de respect, demeure valable. Et c'est une erreur de l'avoir supprimé. Et que pour calmer les gilets jaunes, il y avait des mesures beaucoup plus concrètes à prendre que celle-ci. Voilà. Bonne soirée à tous.